Mireille m'avait concocté, m'avait préparé des textes très gentiment et évidemment très intelligemment, mais moi, moins intelligemment, je les ai pas apportés. Ce qui fait... voilà, non presque. Ce qui fait que je n'ai que le livre dont vous avez donc parlé, Hugo par Butor. Je vais donc lire quelques lignes de Butor, bien sûr, mais aussi des passages de Hugo, donc, dont je dois dire que je ne les connaissais pas, pour certains en tout cas, et j'étais suffoqué de voir que c'était du Victor Hugo. C'est incroyable, il a été fouillé je ne sais où, comme ça, il a retrouvé des choses. Alors là, Butor, c'est le préambule. Je n'aime pas les anthologies. Je veux nager dans l'immensité du texte, l'explorer dans toutes ses dimensions. J'ai souvent constaté pendant ma carrière d'enseignant marginal que lors d'un cours, je lisais finalement une autre citation que celle que j'avais prévue. Je m'apercevais soudain que la page précédente, ou la suivante, était plus démonstrative de ce que je voulais faire sentir. C'est pourquoi dans mes essais, je ne donne pas de référence en notes, ce qui m'a été beaucoup reproché par l'institution. J'espère qu'en feuilletant les pages du livre cité, le lecteur fera des découvertes, s'émerveillera de ce que je n'avais pas vu. Trop souvent, les mêmes morceaux se répètent de thèse en thèse, réduisant la forêt de l'œuvre à quelques brindilles. Mais certes, elles peuvent être utiles. Avant de plonger, il faut arriver jusqu'au lac ou au bord de la mer. Il faut donner envie de connaître, de consacrer le temps nécessaire à l'imprégnation. Je reconnais que des anthologies m'ont beaucoup aidé à chercher ce que l'on ne m'avait pas montré. Car je n'ai nullement la prétention d'avoir réuni les plus belles pages. Non que les écrivains soient toujours inspirés, bien des passages, ou même des volumes, nous semblent plus faibles, ce qui d'ailleurs souvent change avec les modes et les siècles. Mais dans une œuvre aussi vaste que celle de Hugo, il y a des centaines de pages qui me semblent tout aussi belles et que je voudrais faire découvrir. J'espère que celles-ci en donneront l'envie. J'ai donné quelques extraits assez longs, mais il faut souligner tout de suite que ce sont des morceaux d'autre chose. Ainsi, non seulement la méditation sur le cirque de Gavarni est plus longue, mais elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est le prélude de Dieu, lequel est le troisième volet d'un triptyque qui commence avec la légende des siècles et continue avec la fin de Satan. Le dialogue entre Don César et le laquais n'est qu'un passage de l'extraordinaire numéro du vieux Forban, lequel est, on peut dire, une aile de Ruy Blas. J'ai préféré prendre des pages qui ne soient pas déjà trop connues, de l'inattendu, car le grenier hugolien regorge de surprises. Il faut y fouiller, remuer les vieux cartons. On en ressortira toujours les mains pleines. Plus loin, d'accord. Alors, un morceau de ce qui s'appelle roman de Hugo. Note de Butor, un passage comme celui-ci a dû être considéré comme dangereux. S'intéresser aux sentiments des criminels, n'est-ce pas mettre en danger l'ordre public? Fustiger le tyran passe, mais déplacer la moralité, c'est autre chose. Ce livre est fait pour tout dire. Cela ne va pas de soi. On force quelques serrures, mais il en reste encore et encore. Certains ouvrages doivent attendre le mûrissement du public, et pour commencer, sa libération. Hugo. Ce livre est fait pour tout dire. Roman, soit, mais histoire aussi. Au point de vue de l'histoire humaine, il serait incomplet s'il ne montrait point tout de front, et si de certains aspects de la vie profonde et funèbre y manquaient. La traite des nègres nous émeut à bon droit. Nous examinons cette plaie et nous faisons bien. Mais sachons mettre à nu aussi un autre ulcère, plus douloureux encore peut-être, la traite des blanches. Voici un des faits singuliers qui se rattache à ce poignant désordre de notre civilisation et qui le caractérise. Toute prison a un prisonnier qu'on appelle le dessinateur. Il éclot des métiers sous les verrous. Ces métiers
propres à l'intérieur des prisons sont le marchand de coco, le marchand de foulard, l'écrivain, l'avocat, le carcagnot ou usurier, le cabanier et l'aboyeur. Le dessinateur prend rang parmi ces professions locales et spéciales entre l'écrivain et l'avocat. Pour être dessinateur, est-il besoin de savoir le dessin? Nullement. Un bout de banc pour s'asseoir, un coin de mur pour s'adosser, un crayon de mine de plomb, un carton lié avec de la tresse, une petite hampe avec une aiguille pour pointe, un peu d'encre de Chine ou de sépia, un peu de bleu de Prusse et un peu de vermillon dans 3 vieilles cuillères de hêtre effêlées, voilà le nécessaire. Savoir dessiner est le superflu. Les voleurs aiment les enluminures comme les enfants, et le tatouage comme les sauvages. Le dessinateur, au moyen de ses 3 cuillères, satisfait au premier de ses besoins, et au moyen de son aiguille, au second. On le paye avec une gobette de vin. Or, il arrive ceci. Tel ou tel prisonnier manque de tout, ou simplement veulent vivre plus à l'aise. Ils font groupe, viennent trouver le dessinateur, lui offrent leur quart ou leur gamelle, lui apportent une feuille de papier et lui commandent un bouquet. Il doit y avoir dans le bouquet autant de fleurs qu'il y a de prisonniers dans le groupe. S'ils sont 3, il y a 3 fleurs. Chaque fleur est accostée d'un numéro, ou, si l'on aime mieux, ornée d'un chiffre, qui est le chiffre d'écrou du prisonnier. Le bouquet fait, grâce à ces insaisissables correspondances de prison à prison, qu'aucune police ne peut empêcher, il l'envoie à Saint-Lazare. Saint-Lazare est la prison des femmes, et là où il y a des femmes, il y a de la pitié. Le bouquet circule de main en main parmi les malheureuses que la police détient administrativement à Saint-Lazare. Et au bout de quelques jours, l'infaillible poste aux lettres secrètes fait savoir à ceux qui l'ont envoyé que Palmyre a choisi la tubéreuse, que Fanny a préféré l'azalée et que Séraphine a adopté le géranium. Jamais ce lugubre mouchoir n'est jeté à ce sérail sans être ramassé. À dater de ce jour, les 3 bandits ont 3 servantes qui sont Palmyre, Fanny et Séraphine. Les détentions administratives sont relativement courtes. Ces femmes sortent de prison avant ces hommes. Et que font-elles? Elles les nourrissent. En style noble, Providence. En style énergique, vache à lait. La pitié s'est faite amour. Le cœur féminin a de ces greffes sombres. Ces femmes disent « Je suis mariée ». Elles sont mariées, en effet. Par qui? Par la fleur. Avec qui? Avec l'abîme. Elles sont les fiancées de l'inconnu. Fiancées enivrées et enthousiastes. Pâles sulamites du songe et du brouillard. Quand le connu est si odieux, comment ne pas aimer l'inconnu? Une fleur a fait tout cela. Quel puits que le cœur humain, et quel vertige que d'y regarder. Voici le cloaque. À quoi songe-t-il? Au parfum. Une prostituée aime un voleur à travers un lys. Quel plongeur de la pensée humaine arrivera au fond de ceci? Qui approfondira cet immense besoin de fleurs qui naît de la boue? Les malheureuses ont au fond d'elles-mêmes d'étranges équilibres qui les consolent et qui les rassurent. Une rose fait contrepoids à une honte. De là, ces amours, toutes saturées de chimères. Ce voleur est idolâtré par cette fille. Elle n'a pas vu son visage, elle ne sait pas son nom. Elle le rêve dans la senteur d'un jasmin ou d'un œillet. Les jardins, le soleil de mai, les oiseaux dans les nids, les blancheurs exquises, les floraisons radieuses, les caisses de daphné et d'oranger, les pétales de velours où se pose le bourdon doré, les auteurs sacrés du renouveau, les baumes, les encens, les sources, les gazons, se mêlent désormais à ce bandit. Le divin sourire de la nature le pénètre et l'illumine. Cette aspiration désespérée au paradis perdu, ce rêve difforme du beau,
n'est pas moins tenace chez l'homme. Il se tourne, lui, vers la femme, et cette préoccupation devenue insensée persiste, même quand l'affreuse ombre des deux poteaux rouges se projette sur la lucarne de sa cellule. La veille de son exécution, de la Porte, le chef de la bande de trappe, vêtu de la camisole de force, demandait à travers le soupirail de la chambre des condamnés à mort aux forçats cognards qu'il voyait passer: y avait-il ce matin-là de jolies femmes au parloir? Le condamné Avril, quel nom, du fond de cette même chambre, léguait toute sa fortune, 5 francs, à une détenue qu'il avait entrevue de loin dans la cour des femmes pour qu'elle s'achète un fichu à la mode. Il y a toujours une vague épouvante spectrale dans ces régions basses où l'enfer pénètre. Elles sont si peu dans l'ordre humain et si disproportionnées qu'elles créent des fantômes. Ainsi, une légende s'est-elle attachée à ce bouquet sinistre offert par Bicêtre à la Salpêtrière ou par Laforce à Saint-Lazare. On la raconte le soir dans les chambrées quand la ronde des surveillantes est passée. C'était peu après l'assassinat du changeur Joseph. Un bouquet fut envoyé de la Force à une prison de femmes, Saint-Lazare ou les Madelonnettes. Il y avait dans ce bouquet un lilas blanc qu'une des prisonnières choisit. 1 ou 2 mois s'écoulèrent. Cette femme sortit de prison. Elle était profondément éprise, à travers le lilas blanc, du maître qu'elle s'était donné. Elle commença envers lui son étrange fonction de sœur, de mère, d'épouse mystique, ignorant son nom, sachant seulement son chiffre d'écrou. Toutes ces misérables économies, religieusement déposées au greffe, allaient à cet homme. Afin de mieux se fiancer à lui, elle avait profité du printemps qui était venu pour cueillir dans les champs un vrai lilas blanc. Cette branche de lilas, attachée par un ruban bleu ciel au chevet de son lit, y faisait pendant aux rameaux de buis bénis qui ne manquent jamais à ces pauvres alcôves désolées. Le lilas sécha ainsi. Cette femme avait, comme tout Paris, entendu parler de l'affaire du Palais Royal et des 2 Italiens, Malagouti et Rata, arrêtés pour le meurtre du changeur. Elle songeait peu à cette tragédie qui ne la regardait point et vivait dans son lilas blanc. Ce lilas résumait tout pour elle, et elle ne pensait qu'à faire vis-à-vis de lui son devoir. Un jour, par un beau soleil, elle était dans sa chambre et cousait on ne sait quelle nippe pour sa triste toilette du soir. De temps en temps, elle tournait les yeux, regardait le lilas. Dans un de ces instants-là, comme sa prunelle était fixée sur la petite grappe blanche fanée, elle entendit sonner 4 heures. Alors, elle vit une chose étrange. Une sorte de perle rouge sortit de l'extrémité inférieure de la branche de lilas desséchée, grossit lentement, se détacha et tomba sur le drap blanc du lit. C'était une goutte de sang. Ce jour-là, à cette heure même, on venait d'exécuter Rata et Malagouti. Il était évident que le lilas blanc était l'un des 2. Mais lequel? La malheureuse eut une commotion cérébrale où sa raison se perdit. Elle dut être enfermée à la Salpêtrière. Elle y est morte. Elle répétait sans cesse: « Je suis Madame Rata Malagouti. » Tels sont ces sombres cœurs. De Butor. Un jour, nous raconte Hugo, dans l'ouverture du William Shakespeare, à Marine Terrasse, dans l'île de Jersey, il est avec son second fils, François Victor. Dehors, il pleuvait, le vent soufflait, la maison était comme assourdie par ce grondement extérieur. Tous deux songeaient, absorbés peut-être par cette coïncidence d'un commencement d'hiver et d'un commencement d'exil. Tout à coup, le fils éleva la voix et interrogea le père. « Que penses-tu de cet exil ?»« Qu'il sera long. » « Comment comptes-tu le remplir ?» Le père répondit: « Je regarderai l'océan. » Il y eut un silence. Le père reprit: « Et toi ?»« Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare. » François Victor est en effet le premier traducteur français des œuvres complètes de Shakespeare. Naturellement, le père devait en faire la préface. Il écrivit, cela devint beaucoup trop long pour une préface, cela devint un volume entier, le William Shakespeare, et il fallut refaire une autre préface pour le premier tome de la traduction.
Mais l'océan critique a débordé même le volume supplémentaire, et l'on trouve dans le reliquat des passages extraordinaires. En voici donc un. Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'observatoire. Je parle de Paris, où j'étais alors. J'entrai. La nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago était chez lui. Il me fit monter sur la plateforme. Il avait une lunette qui grossissait 400 fois. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un grossissement de 400 fois, représentez-vous le bougeoir que vous tenez à la main, haut comme les tours de Notre-Dame. Arago disposa la lunette et me dit « Regardez ». Je regardais. J'eus un mouvement de désappointement, une espèce de trou dans l'obscur. Voilà ce que j'avais devant les yeux. J'étais comme un homme à qui l'on dirait « Regardez » et qui verrait l'intérieur d'une bouteille d'encre. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l'œil dans une nuit profonde la plénitude du noir. « Je ne vois rien », dis-je. Arago répondit « Vous voyez la lune ». J'insistai « Je ne vois rien ». Arago reprit « Regardez ». Un instant après, Arago poursuivit « Vous venez de faire un voyage ». « Quel voyage ?» Tout à l'heure, comme tous les habitants de la Terre, vous étiez à 90 000 lieues de la Lune. Eh bien, vous en êtes maintenant à 220 lieues de la Lune. Oui. C'était là, en effet, le résultat du grossissement de 400 fois. J'avais, grâce à la lunette, fait, sans m'en douter, cette enjambée, 89 775 lieues en une seconde. Du reste, cet effrayant et subit rapprochement de la planète ne me faisait aucun effet. Le champ du télescope était trop étroit pour embrasser la planète entière, la sphère ne s'y dessinait pas, et ce que j'en voyais, si j'en voyais quelque chose, n'était qu'un segment obscur. Arago, comme il me l'expliqua ensuite, avait dirigé le télescope vers un point de la Lune qui n'était pas encore éclairé. Je repris « Je ne vois rien. »« Regardez, » dit Arago. Je suis l'exemple de Dante vis-à-vis de Virgile, j'obéis. Peu à peu, ma rétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machine nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle, ma pupille se dilata, mon œil s'habitua, comme on dit, et cette noirceur que je regardais commença à blêmir. Je distinguai quoi? Impossible de le dire. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil, pour ainsi parler. Si rien n'avait une forme, ce serait cela. Puis la visibilité augmenta. On ne sait quelles arborescences se ramifièrent, il se fit des compartiments dans cette lividité. Le pâle à côté du noir, de vagues fils insaisissables marquèrent dans ce que j'avais sous les yeux des régions et des zones comme si l'on voyait des frontières dans un rêve. Pourtant, tout demeurait indistinct. Et il n'y avait d'autre différence que du blême au sombre. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. C'était toute la quantité de contours et de reliefs qui peut s'ébaucher dans de la nuit. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible. Et cependant, le réel était là. Je touchais les plis de mon vêtement, j'étais moi. Eh bien, cela aussi était. Ce songe était une terre. Probablement, qui marchait dessus. On allait et venait dans cette chimère. Ce centre conjectural d'une création différente de la nôtre était un récipient de vie. On y naissait, on y mourait peut-être. Cette vision était un lieu pour lequel nous étions le rêve. Ces hypothèses compliquant une sensation, ces ébauches de la pensée essayées hors du connu, faisaient un chaos dans mon cerveau. Les poètes ont créé une lune métaphorique et les savants une lune algébrique. La lune réelle est entre les deux. C'est cette lune-là que j'avais sous les yeux.
Je le répète, l'impression est étrange. On a vaguement dans l'esprit toutes les choses que je viens de dire et d'autres de la même sorte. C'est ce qu'on appelle la science de la Lune. On roule cela confusément en soi, et puis, par aventure, on rencontre un télescope, et cette Lune, on la voit. Et cette figure de l'inattendu surgit devant vous, et vous vous trouvez en face, dans l'ombre, avec cette map-monde de l'ignoré. L'effet est terrifiant. Autre chose que nous, tout près de nous, l'inaccessible presque touché, l'invisible vu. Il semble qu'on n'ait que la main à étendre. Plus on regarde, plus on se convainc que cela est, moins on y croit. Loin de se calmer, l'étonnement augmente. Est-il vrai que cela soit? Ces pâleurs, ce sont peut-être des mers. Ces noirceurs, ce sont peut-être des continents. Cela semble impossible, et cela est. Ce point noir, c'est peut-être la ville de Riccioli, que Riccioli affirmait voir et qu'il appelait Tycho. Ces taches sont des empires. De quelle humanité ce globe est-il le support? Quels sont les mastodontes, les hydres, les dragons, les béhémoths, les léviathans de ce milieu? Qu'est-ce qui y grince ou y rugit? Quelle bête y a-t-il là? On rêve le monstre possible dans ce prodige. On distribue par la pensée, dans cette géographie presque horrible par la nouveauté, des flores et des faunes inouïes. Quel est le fourmillement de la vie universelle sur cette surface? On a le vertige de cette suspension d'un univers dans le vide. Nous aussi, nous sommes comme cela, en l'air. Oui, cette chose est. Il semble qu'elle vous regarde, elle vous tient. La perception du phénomène devient de plus en plus nette. Cette présence vous serre le cœur. C'est l'effet des grands fantômes. Le silence accroît l'horreur. Horreur sacrée. Il est étrange d'entrevoir une telle chose et de n'entendre aucun bruit. Et puis, cette chose se meut. Le mouvement déplace les linéaments. L'obscurité se complique d'effacement. L'énorme simulacre se défait et se recompose. Impossible de distinguer rien de précis, impossible de détacher ses yeux de ce monde spectre. Quel deuil, quelle brume de gouffre, quelle ombre. Cela n'est peut-être pas. Tout à coup, j'eus un soubresaut, un éclair flamboya, ce fut merveilleux et formidable. Je fermai les yeux d'éblouissement, je venais de voir le soleil se lever dans la lune. Les feuillantines, alors c'est dans les alentours, car dans ce livre il y a aussi ce que Butor appelle des alentours, c'est-à-dire donc, vous en avez peut-être déjà parlé, des choses qui ne sont pas directement de Hugo, mais des propos rapportés de Hugo par d'autres. Victor Hugo, dit Butor, raconté par un témoin de sa vie, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, est officiellement l'œuvre d'Adèle Hugo, l'épouse de Victor. Elle aurait été aidée dans sa mise en œuvre par Auguste Vacquerie, le frère de son gendre noyé, comme Léopoldine à Villequier. Mais naturellement, on sent derrière tout cela la présence souveraine du patriarche. Et alors je vais sauter ça parce qu'en fait il parle de Adèle, mais la petite histoire que je voudrais vous raconter, elle est tirée des propos de table de Victor Hugo par Richard Léclide. Donc ce n'est pas Victor Hugo qui a écrit ça, mais c'est comme si c'était lui. Le chien changé en ange. Il y avait une fois un très bon chien qui s'appelait d'un nom dont je ne me souviens pas. C'était un chien d'un excellent naturel. J'aurais voulu être son ami. Malheureusement, il était fort laid, traînait la patte, avait une taie sur l'œil et se baignait rarement. C'était un peu la faute de son maître, un petit garçon méchant au possible, et qui n'avait à lui dire que des choses désagréables.
Il l'appelait sale chien. Et quand personne ne le voyait, car on a toujours honte de faire le mal, il flanquait à la pauvre bête de grands coups de pied dans le ventre. « Bon, attrape ça !» Le chien faisait « oui, oui !» à la façon des chiens qu'on fouette et se sauvait comme un voleur. Mais il revenait, au bout d'un instant, car on lui avait confié la garde du méchant petit garçon, et le bruit courait qu'il passait quelquefois des loups dans le pays. Un jour, un loup qui avait faim sortit du bois, et voyant que le petit garçon battait le pauvre chien comme plâtre, pensa que celui-ci serait bien aise d'être débarrassé de ce mauvais maître. Le chien n'entendit pas de cette oreille-là, et comme le loup voulait absolument goûter du petit garçon, il se battit, fut mordu de la belle manière, mais se montra si brave que la bête sauvage, intimidée par cette belle défense, rentra dans la forêt. Le petit garçon, tout tremblant, s'était caché derrière un arbre et avait ramassé un gros bâton pour se défendre. Quand il vit le pauvre chien arriver à lui, tout joyeux de sa victoire, il se mit en colère. « Ah, vilaine bête, dit-il, m'as-tu fait assez peur en te battant avec cet affreux loup ?» Et pour se venger de sa peur, il rompit son bâton sur la tête du chien, qui se sauva tout meurtri, la queue entre les jambes. Quelques jours après, il arriva au pauvre chien une nouvelle aventure. Son maître s'était arrêté au bord d'une mare avec une bonne provision de cailloux. Il avait l'intention de faire des ricochets en les lançant horizontalement à la surface de l'eau. Le chien, après avoir subi quelques rebuffades, il faut dire qu'il était bien malpropre ce jour-là, s'était assis sur son séant et regardait jouer son maître. Tout à coup, paf, le petit garçon glisse sur le bord de la mare et tombe dans l'eau. Pouf, glou, glou. Il avalait de l'eau sale et était en train de se noyer, quand le chien, qui s'était jeté à l'eau presque aussitôt que lui, l'empoigne par le collet de la veste et le ramène au rivage. Mais quoi, le chien avait déchiré la veste un tout petit peu, et le méchant garçon avait perdu sa casquette. Cela le mit dans une colère noire. Le chien se rejeta à l'eau pour rattraper la casquette, mais profitant des pierres qu'il avait sous la main, voilà-t-il pas que le vilain enfant lui jette des pierres et manque de le faire enfoncer et de le noyer. Le chien finit par sortir de l'eau, il reprit son collier de misère. Ce qui lui était arrivé n'était rien au prix de ce qui devait lui advenir. La pauvre bête tomba malade. Il était scrofuleux, saignant, galeux. On eût voulu le prendre avec des pinces que les pinces se seraient révoltées. Il sentait mauvais. Sa demi-noyade dans la mare lui avait donné une horreur de l'eau qui ne contribuait pas peu à sa malpropreté. La méchanceté du petit garçon semblait s'être étalée sur lui. Il arriva que par un jour d'orage, le petit garçon, suivi de sa victime, s'avisa de monter sur un pommier pour y voler des pommes. Ce pommier appartenait à un paysan féroce, qui ne faisait point de quartier aux voleurs et qui aurait tué un homme pour un simple pépin. On le croyait absent. Le méchant petit garçon était monté dans l'arbre, malgré les jappements du chien qui protestait et lui disait clairement « Tu fais mal, tu es un voleur, ces pommes ne sont pas à toi ». Au lieu de l'écouter, le vilain enfant lui lance de toutes ses forces une pomme verte, dure comme un caillou, qui atteint le chien au milieu du front et lui fait une bosse énorme. Mais qui dit que les méchants ne sont pas punis? Au moment où ce mauvais gamin relevait la tête, savez-vous ce qu'il aperçut? Le paysan, le terrible paysan, debout dans une haie voisine, son fusil à la main, et criant d'une voix féroce « As-tu de l'argent pour payer mes pommes ?» Et hélas, le malheureux n'avait pas un sou. Il se sentit perdu. Il pensa à l'effet abominable que doit faire la décharge d'un fusil quand elle vous entre dans la poitrine, au cercueil dans lequel on le coucherait le lendemain, à la terre dans laquelle on le mettrait, et presque fou de terreur, il cria « À moi, mon chien !» Alors on vit presque un miracle. On sait très bien que les chiens ne montent pas aux arbres. Mais il y a des circonstances où tout est changé. Le vieux sale chien sauta, bondit, rebondit comme une balle élastique, s'accrocha des dents aux branches et arriva devant son affreux maître juste au moment où le coup de fusil partait. Il reçut la charge en pleine poitrine. Ses yeux mourants se tournèrent vers le petit garçon pour le prier de le secourir. Celui-ci était déjà bien loin. Il se sauvait à travers champs comme un voleur qu'il était. Mais voilà ce que le paysan vit de ses propres yeux. La fumée du coup de fusil qui avait enveloppé la pauvre bête semblait l'avoir transfiguré. L'animal
n'était plus noir, n'était plus sale. Il avait autour de lui comme une clarté d'aurore. Ses poils de chien se lustraient et s'allongeaient autour de sa bonne tête, qui prenait une expression céleste, et de grandes ailes lui poussaient dans le dos. Un coup de tonnerre retentit, et l'on vit le chien s'élever dans les airs et disparaître dans les nuages. Parce qu'il avait manqué un ange au bon Dieu dans la matinée, et qu'en cherchant sur terre quelqu'un pour le remplacer, il n'avait rien trouvé d'aussi bon que ce chien. Je ne sais pas combien de temps il faut lire, combien de temps on a. On peut faire encore 10 minutes, puis la Mathilde de Butor qui est arrivée, et donc il terminera en faisant un petit témoignage sur la présence de Michel Butor à Hauteville House. D'accord. D'accord. Alors, parce que, autrement, ce sont des vers maintenant. Alors, il faut que je lise avant. Pardon? Oui, oui, Prélude à Dieu, hein, le cirque de Gavarni. Donc, c'est Michel Butor là qui écrit. Dans la prosodie française traditionnelle, le vers est une unité de temps. Entre deux vers est un silence. Aussi, lorsque la phrase déborde la ligne et tombe sur la suivante, ce qui s'appelle un rejet, cela donne des effets très puissants. Les syllabes muettes sont considérées comme aussi longues que les autres, alors que peu à peu, elles sont devenues presque inaudibles. Il en résulte que l'important n'est plus la longueur, mais le nombre. Après 12 syllabes, on tombe sur la ligne suivante sans qu'il soit nécessaire de marquer un silence. Celui-ci peut être beaucoup plus long à l'intérieur d'un vers qu'entre deux vers. Dans ces grandes masses d'alexandrins, Hugo fait ainsi tomber la phrase d'une ligne sur l'autre. L'importance du nombre fait que nous sommes sensibles à des différences de prononciation. Par exemple, nous disons aujourd'hui prodigieux, 3 syllabes, ou alluvion, 3 syllabes. Mais pour que le conte soit bon dans les premiers vers de ce texte, il est indispensable de donner à ces mots 4 syllabes, prodigieuse, alluvion. Si l'on fait attention à ces détails, la musique sonnera beaucoup plus forte avec ses violences. La page devient l'image d'une muraille avec ses strates, comme le montre bien le prélude de la légende des siècles. La vision d'où est sorti ce livre, souvent, il souligne l'horizontalité de la ligne en remplissant de vers de mots, le vers de mots. Souvent, des noms propres qui ont la même fonction grammaticale et que l'on pourrait multiplier sans changer la structure. La ligne ainsi se prolonge de chaque côté, entourant ce qui est dit de régions non dites, tout aussi valables. La falaise ou montagne montre les couches successives qui l'ont constituée. C'est une coupe dans le temps. Mais étant donné nos habitudes d'écriture, alors que l'on commence à remplir la page par le haut, dans la coupe géologique, le plus ancien est dans le bas, les couches s'empilent les unes sur les autres. En développant la métaphore de l'eau qui creuse, Hugo s'arrange pour que la phrase remonte le temps, dégageant des régions de plus en plus anciennes. La phrase s'allonge en dizaines de vers, scandés par des virgules que des points arrêtent seulement de temps en temps. La rime sonne la fin du conte comme les timbres des anciennes machines à écrire. Chaque ligne est en léger crescendo, et le rejet tombe comme épuisé sur la ligne suivante pour reprendre son souffle et continuer sa descente aux enfers du temps passé. Victor Hugo maintenant. Remonte au premier jour de ton globe. Voilà une muraille. Elle est prodigieuse. Elle a 10 000 pieds de haut et de largeur 10 lieues. Falaises, alluvions dans les profondeurs bleues, ce haut boulevard monte, altier, froid, surprenant. Et d'une mer à l'autre, il barre un continent. Vaste géométrie, on dirait que l'équerre, assise par assise, a fait ce mont calcaire. Et que, forgeant l'espace, on ne sait quel marteau, l'un sur l'autre, ont cloué ces pans horizontaux. L'escarpement à pic monte en bandes étroites, ses couches s'allongeant fermes, égales, droites.
ride profonde, pli de ce front de la nuit. Contre ce mur se heurte et flotte et roule et fuit ce que chaque saison pêle-mêle charrie. Ce massif colossal de la maçonnerie, terrible que construit et détruit l'élément, semble un coffre de pierre immense, renfermant les archives d'une âpre et sombre catastrophe, et tout un monde mort ployé comme une étoffe, avec ses fleurs séchant, ses rocs brisés ou nus, et ses fourmillements de monstres inconnus. Dans des millions d'ans, ces pierres ruinées, ces moellons croulants seront les Pyrénées. En attendant, vois, large, auguste, encombrant l'air, il est encore tout neuf comme bâti d'hier. Rien n'ébrèche sa ligne entière et régulière, et son sommet correct semble une seule pierre, plate comme le toit d'un palais d'Orient. Le matin et le soir, en se contrariant, font de cette muraille épouvantable et sombre tantôt un banc d'aurore et tantôt un bloc d'ombre. Et fais attention, à présent l'air s'émeut. Voici que sur le haut du mur géant, il pleut. La pluie erre et s'en va par le vent emportée. Mais une goutte d'eau sur le faîte est restée. Le lendemain, la brume humide et blanc rideau revient, il pleut encore, une autre goutte d'eau s'ajoute à la première, et sous cette rosée, une vasque s'ébauche et la pierre est creusée. Désormais, sur ce point, l'eau va s'obstiner. Vois, il pleut et l'on entend comme une triste voix. Peut-être est-ce un démon sous la roche qui grince de sentir l'eau plus forte et la pierre plus mince. Il pleut, il pleut, il pleut. Janvier, livide et mort, passe avec l'ombre, il pleut. La goutte tombe, mort, et creuse. Avril arrive et rapporte la nue. Il pleut, la goutte d'eau féroce continue. Et la première assise est percée, et déjà, la deuxième, qu'en vain le granit protégea, est atteinte, et la goutte, implacable, acharnée, qui dépense le siècle aussi bien que l'année, revient et plonge et troue et mine dure forêt, et le dedans du mont formidable apparaît. Zone à zone, et voilà que là-haut l'aube éclaire. La goutte étant sphérique, un bassin circulaire, un étang que le ciel d'or azur rougi sur le plateau désert s'étale et s'élargit. La goutte d'eau revient, revient, revient encore, et tombe opiniâtre et se fait dès l'aurore, rapportée par le vent qui, la nuit, l'enleva, et fait ses volontés dans la montagne, et vient soumettant le marbre à ses lois triomphantes, et passe entre deux plans, et glisse entre deux fentes, et démolit et sculpte infatigable main, urne hier, aujourd'hui réservoir, lac demain. L'œuvre augmente et s'enfonce, et l'œil qui veut la suivre croit voir un trou qu'un vers fait aux pages d'un livre. Penche-toi devant nous comme si nous rêvions, forant ce monstrueux monceau d'alluvions, d'une lame percée allant à l'autre lame, obéissant au poids qui d'en bas la réclame, hydre, outil, vilebrequin, pioche, trompe, sussoir, commençant le matin, recommençant le soir, descendant l'escalier de l'épaisseur des couches, polissant leur largeur en muraille farouche, élargissant le haut, baissant l'âpre fond noir, évasant et fouillant sans cesse l'entonnoir, cognant partout, toujours, hiver, printemps, automne, son petit marteau d'ombre, effrayant, monotone, usant le mont, coupant le roc, sciant le grès, complétant sa ruine et faisant son progrès, en profitant d'un creux pour creuser davantage, et d'une argile à l'autre, et d'étage en étage, du haut en bas, de bloc en bloc, de banc en banc, errant, roulant, brisant, sapant, taillant, courbant, la goutte d'eau travaille, et terrible ouvrière, tord en cercle profond l'énorme fondrière. Le vaste mont, battu des aquilons sifflants,
frémit de voir creuser dans ses ténébreux flancs ce puits prodigieux par cette vrille infime, et de sentir l'atome en lui créer l'abîme. Sur ce qui s'édifie et ce qui se détruit, laissons rouler du temps, du gouffre et de la nuit. Et maintenant regarde, un cirque, un hippodrome, un théâtre où Stamboul, Tyr, Memphis, Londres, Rome, avec leurs millions d'hommes, pourraient s'asseoir, où Paris flotterait comme un essaim du soir. Gavarnie, un miracle, un rêve.